Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 22 février 2025. Fidèle à notre rendez-vous, nous allons essayer de vous donner un certain nombre d'informations avant de passer à la thématique principale. La première information que je vais vous donner est relative à ce que je considère, et beaucoup de Congolais considèrent comme moi, comme un scandale avec ce qui se produit aujourd'hui à la Société énergie électrique du Congo, où semble-t-il le gouvernement a signé une convention d'affermage de 10 ans avec soi-disant la société Soselec, Société électrique du Congo, que l'on présenterait, mais qui est contesté, ce qui est contesté par beaucoup d'acteurs politiques et beaucoup de citoyens, comme filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal. En fait, c'est encore un choc. Les Congolais qui n'en ont pas fini avec cette affaire des terres découvrent après le scandale de la FIFA qui a suspendu la Fédération congolaise de football. Tout ça pose des problèmes de gouvernance. La suspension du Congo par la FIFA touche au plus profond le gouvernement de la République du Congo. Au cours d'un point de presse animé le 10 février 2025 à Brazzaville, le ministre en charge des Sports, Hugo Golondele, a éclairé l'opinion nationale sur cette suspension. Aussi, le ministre des Sports signe et persiste qu'il ne s'est jamais ingéré dans les affaires de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT. Et nous constatons aujourd'hui que nous sommes en train de perdre une grande partie de notre souveraineté. Parce qu'en réalité, quand on fait le point, il s'agit des problèmes de gouvernance. Il s'agit de l'incapacité des gouvernants actuels à gérer la chose publique selon les bonnes règles de transparence et de bonne gouvernance. Et pour ça, à chaque fois, on n'a pas tiré les leçons de ce qu'on a connu avec les entreprises d'État. Il y a eu pourtant la conférence des entreprises d'État et autres. Et on avait toujours dit qu'il y avait un problème central, c'était le problème de l'homme. Est-ce qu'on l'a résolu fondamentalement? Donc aujourd'hui, les Congolais sont sous le choc. Et ils ne sont pas d'accord avec cette décision.
Quand je parle de la décision, c'est la signature de la convention d'affermage qui permet au Congo d'abandonner l'aspect de la distribution et de la vente de l'électricité pour ne garder que l'aspect de la tarification, ce qui est extrêmement grave. Les Congolais se sont plaints jusqu'à présent de ce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. De l'énergie électrique dépendent les vies de plusieurs unités de production dans la ville économique congolaise et ailleurs, aussi bien des ménages. Depuis les travaux de révision de la centrale électrique de Côte-Matev, les abonnés de la société ECARIC connaissent des perturbations dans la fourniture d'électricité dans la ville. Cette situation dérange des ménages, services et bien d'autres unités de production. Cas de ce porteur de projet, passant des journées entières sans travailler. Pourtant, sa vie est étroitement liée à cette discothèque qui lui rapportait le minimum de revenus financiers avant cette crise. Nous, on a des activités qui fonctionnent à l'aide de l'électricité. Mais quand il n'y a pas de courant, du coup, nous sommes vraiment bloqués. Tantôt, ça fait 2 jours, 3 jours, on n'a pas le courant aussi. À deux fois, 2 jours, 3 jours, on n'a pas le courant aussi. Donc, c'est là il faut vraiment que ça fasse un changement. Sinon, vraiment, ça va vraiment créer vraiment des situations. Conscient de cette triste réalité, le président de l'Association des droits des consommateurs congolais, ADDCC, plaide pour le rétablissement de l'énergie électrique. Il y a eu des délestages, c'est vrai, mais ça, c'est au moins pour une première fois qu'on nous annonça qu'il y aura des délestages qui vont partir de février jusqu'en mars. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de conséquences parce que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, c'est vraiment une casse-tête chinoise dans la mesure où on peut plus mettre les réserves dans les congélateurs. Pour les sociétés, ils sont en train de rouler avec des groupes. Et cela, les charges commencent à dépasser. Au moment que nous parlons, nous ne savons même pas exactement si réellement les délais seront respectés. On avait pensé que le passage de la SNE à E-C aurait permis l'amélioration. Mais les choses se sont empirées davantage. Cela, évidemment, fait penser à une phrase que vous connaissez bien, à une déclaration qui a été faite. Le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Mais aujourd'hui, les Congolais sont extrêmement mécontents. Les terres, on les cède aux Rwandais, après tant de tergiversations. Et on se rend compte qu'on n'a pas avancé de ce point de vue. L'électricité va être cédée aux étrangers. Certainement, demain, ça sera l'eau. Les mines sont cédées aux étrangers, etc. Le gouvernement aura prouvé son incapacité à gérer le pays. Le gouvernement a prouvé sa faiblesse à se tourner vers l'extraversion au lieu de venir vers l'introversion au plan économique et certainement sur d'autres plans pour faire que les principaux centres de décision en ce qui concerne notre pays soient pris à l'intérieur du pays. C'est véritablement dommage. Et moi, je ne partage pas ce qui a été fait. Je sens le mouvement des travailleurs de cette entreprise qui ne sont pas d'accord avec ce choix. Moi, je partage cet avis et je souhaite qu'il soit donné. Mais ce qui est encore le plus curieux, c'est la démonstration faite par le gouvernement de leur volonté d'agir toujours pour appauvrir le Congo, pour enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous constatons? Des milliards et des milliards en termes de factures impayées par les gouvernants, par les dignitaires du pouvoir. Ce qui en réalité ne fait qu'enfoncer nos structures dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, nous ne l'acceptons pas. D'autant que je peux me baser sur un exemple. Comment concevoir qu'un ministre d'État qui a un salaire de 15 millions de francs CFA, qui a une indemnité de logement de 2 millions de francs CFA, puisse avoir des impayés qui s'élèvent à des millions? C'est vraiment pas possible. Pourquoi ce manque d'amour pour ce pays? Pourquoi cette volonté d'aller à la destruction et à l'autodestruction? Je suis à la fois touché, mais je me tourne vers les Congolais en leur disant, vous avez voulu les preuves, mais vous les avez. Et assez régulièrement, nous vous avons sensibilisé. C'est dommage, mais je considère cela pour un véritable scandale économique et financier. Et c'est la même chose qu'on a vécu
mais nous allons en venir avec le problème des accords entre le Rwanda et le Congo. Voilà pour ce premier point. Le deuxième point que je vais évoquer, que vous connaissez déjà suffisamment, parce que nous allons insister aussi longtemps que le gouvernement ne va pas bouger, c'est le point qui est relatif aux nombreux scandaleux crimes économiques et financiers devant lesquels le gouvernement observe un silence curieux, tout en sachant que les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que l'on attend. C'est le président de la République qui lui-même a déclaré le 28 novembre 2024, s'agissant des bourses, qu'on exigeait 9 milliards pour payer les bourses alors qu'il n'en fallait que 3 milliards. Et il s'est interrogé si les 6 milliards, le différentiel de 6 milliards disparaissait sans jamais laisser de traces. Les Congolais ont réagi en disant pour cette fois-ci, il faut au moins qu'il y ait la traduction des responsables de ce nouveau crime économique et financier devant les tribunaux, devant la justice. Jusque-là, on attend. C'est vrai que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, avec son ministre chargé de la communication, ont voulu divertir les Congolais, ont voulu entraîner la confusion en parlant d'une enquête administrative qui doit être faite. Les faits ont été établis. Et c'est le président de la République qui a révélé ça. Et ça nous fait penser aux nombreux scandaleux crimes économiques que nous connaissons, pour lesquels, au moment où le ministre des Finances estime qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses, on se trouve dans l'impuissance de toucher à ces véritables problèmes. Je vous les rappelle parce que nous ne cesserons pas de les rappeler. Il s'agit du problème des 14 000 milliards de francs CFA, d'excédents budgétaires. Il s'agit des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Il s'agit des détournements de 9 milliards de francs CFA de la CREF. Il s'agit de 160 milliards détournés entre 2020 et 2022 au niveau du ministère de la Santé. Mais les scandales, ils sont extrêmement nombreux. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Mais pendant ce temps, évidemment, le gouvernement prend le plaisir à ce que Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa puissent croupir dans leur 9e année au niveau de la maison d'arrêt de Brazzaville, donnant la preuve qu'on s'acharne sur les opposants et qu'on laisse libres les responsables des scandales et crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays
dans la situation que nous connaissons maintenant, qui est véritablement chaotique, dramatique. Donc voilà un peu le deuxième aspect que nous voulions aborder. Le troisième aspect, il est relatif aux accords entre le Congo et le Rwanda. Et nous vous avions dit très tôt qu'il y avait un agenda caché. C'est pour ça que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont levés pour dire non à la vente des terres, non à la cession des terres au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je rappelle que parmi ces accords, il y a un accord de coopération militaire et technique qui n'a jamais été ratifié au niveau qui n'a jamais reçu l'autorisation de ratification par le Parlement. Mais avec le contexte que nous connaissons actuellement, il y a beaucoup d'interrogations et nous allons y venir. Mais s'agissant de ces accords, aujourd'hui, les Congolais n'attendent qu'une chose. J'ai écrit au Premier ministre chef du gouvernement, après les déclarations qu'il avait faites lui-même, déclarant qu'on devait mettre fin à l'autorisation express d'occuper qui avait été accordée à la société Leveco pour le ranch de Massangui. De la même façon qu'il devait déclarer caduques les autorisations provisoires d'occuper qui ont été données dans ces 5 sites. Et jusqu'à présent, le Premier ministre ne réagit pas, mais qu'il ne croit pas que nous avons abandonné. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangui à Yama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Il faut que ces textes soient abrogés et que nous puissions aller de l'avant, qu'il n'y ait plus du tout de problème. Mais cette situation des accords avec le Rwanda nous fait rebondir sur une situation. Ce sont les révélations graves faites à chaque fois par Laurent Sokoko. Les premières concernaient un complot international contre le Congo qui visait, semble-t-il, l'assassinat du président de la République, c'est-à-dire la perturbation, la création de l'instabilité, de l'insécurité dans notre pays. Comment les gouvernants congolais peuvent rester silencieux devant ce genre de comportement? Et je reviens, s'agissant de cette affaire, parce qu'il y a une jurisprudence. C'est celle qui concerne Jean-Marie Michel Moukoko, qui a fini par être condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et il n'y a pas de raison, parce que l'article 15 de notre Constitution est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique et autres. Et il faut que nous revenons sur ces situations. Mais ce n'est pas tout. Laurent Sokoko a fini par faire les dernières révélations que nous avons pu suivre sur les réseaux sociaux.
il nous a révélé qu'il y avait la présence des militaires rwandais et du M23 sur les territoires congolais. Et il a même cité le chiffre de 9000 qui seraient cantonnés dans les forêts de la Sangha, estimé être venu dans le cadre de l'exploitation minière de Kangami-Tchobo. Mais ça n'a pas tardé. Peu de jours après cette révélation, précisément le 18 février dernier, nous sommes surpris à travers les réseaux sociaux par cette information que nous trouvons grave, qui fait apparaître que le Congo est impliqué dans une tentative de coup d'État, de déstabilisation de la RDC. L'ombre d'une récente tentative de coup d'État ratée à Kinshasa plane, et derrière cette tentative se cache un réseau troublant de complicité, avec des accusations pointant vers l'implication du Congo-Brazzaville. Dans cette vidéo, nous examinons comment les actions, ou l'absence d'action, du président Sassou Nguesso ont pu jouer un rôle dangereux en permettant aux forces qui déstabilisent la RDC d'agir. Avec des éléments qui ont été pris, certains, parce que semble-t-il, au stade, dans l'un des stades de Kinshasa. Quel est l'intérêt du Congo à jouer ce rôle? Est-ce qu'au Congo, nous avons besoin d'être un facteur de déstabilisation au niveau de la sous-région? Est-ce que nous en mesurons les conséquences? Et je le dis, et j'exhorte le président de la République à accorder une attention toute particulière sur cette situation. Pourquoi? Mais parce que dans le serment que le président de la République a prêté devant la nation et le peuple congolais, il a entre autres prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et tel que nous y allons, nous constatons que ce n'est pas la garantie de la paix qu'on nous offre, c'est plutôt l'insécurité, c'est plutôt l'instabilité. Et maintenant, ça nous fait apparaître quoi? Mais ça nous fait apparaître que la signature des accords entre le Congo et le Rwanda, à travers ce que nous vivons, si cela était avéré, parce que nous constatons, depuis qu'il y a cette situation, depuis que nous vivons cette agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, nous constatons que les gouvernants congolais sont extrêmement silencieux. Est-ce qu'ils vont continuer à être silencieux sur cette dénonciation de la participation ou de l'implication dans un coup d'État ou dans une opération de déstabilisation? Et aujourd'hui, j'interpelle les Congolais. Vous avez maintenant la preuve, si cela était avéré, que les accords avaient un autre volet, un agenda caché. Et ça se déroule devant nous, nous le voyons et nous le savons. Et j'ose espérer que le Congo ne va pas être co-belligérant dans la situation qui oppose la RDC au Rwanda. Nous tenons à réaffirmer notre soutien au peuple frère de la République démocratique du Congo. Nous compatissons avec ces scandales, ce qui est perpétré à l'est de la République démocratique du Congo, et ça nous préoccupe au premier plan. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu, avant d'aller à la thématique principale d'aujourd'hui, aborder cette question, aborder ces différentes questions, pour sensibiliser les Congolais, pour leur demander de ne pas être indifférents, mais pour leur demander d'être vigilants, de suivre et de faire en sorte que nous ne rentrons pas en co-belligérance dans cette situation qui oppose la République démocratique du Congo. Maintenant, s'agissant de la thématique, je dois vous dire que j'ai médité, j'ai réfléchi. Après que j'ai été invité par le cercle de réflexion Café du Savoir à faire un témoignage le 8 février, invitation que je n'ai pas acceptée, mais qui m'a permis de méditer et qui m'a permis aujourd'hui de me pencher sur un thème. Parce que je me suis posé la question, si le vivre ensemble ne constituait pas finalement pour le pouvoir actuel une stratégie en vue du maintien et de la conservation du pouvoir.
Et je vais essayer de développer cela. D'abord, j'ai été surpris par la démarche du Café du Savoir, qui n'est qu'un cercle de réflexion. Alors que constitutionnellement, nous avons une institution, le Conseil national du dialogue, qui a été institué par les articles 227 et 228, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus et autres entre les forces vives de la nation sur des problèmes d'intérêt, des problèmes politiques d'intérêt national. Et je pense que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont véritablement des problèmes d'intérêt national. Pourquoi on n'a pas voulu mettre le Conseil national à profit pour ça? Peut-être, c'est la réponse à laquelle je pense. Peut-être, parce que depuis 2015, le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Mais je considère ça pour une violation de la Constitution, au vu de la situation grave que nous connaissons. Bref, mais nous avons constaté, nous nous sommes demandé si c'était une simple coïncidence ou un fait du hasard, qu'il y ait eu une certaine programmation des activités. La première activité, qui semble-t-il était constitutionnelle, c'était l'ouverture des sessions administratives ordinaires, tant au niveau du Sénat que de l'Assemblée. Et je vais revenir plus tard là-dessus, parce qu'au niveau de l'Assemblée, l'honorable président de l'Assemblée a déclaré officiellement que Denis Sassou Nguesso était le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2026. Mais nous allons y revenir. Donc, au-delà de cette activité constitutionnelle qui était prévue le 1er février, nous avions le 5 février l'hommage qui devait être rendu à l'homme du 5 février 1979. Le 8, il y avait cette rencontre qui était prévue, organisée par le Cercle du Savoir. Et le 9, il devait avoir une grande manifestation relative au patriarche. Mais nous disons que ce n'est pas un fait du hasard. Nous disons que ce n'est pas un fait du hasard. Et nous avons compris que c'est un enchaînement d'événements qui n'a qu'un but, œuvrer pour le maintien et pour la conservation du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu agir pour décrypter, pour essayer d'orienter selon certains axes ma réflexion, pour que les téléspectateurs puissent également avoir un certain nombre d'arguments qui pourraient nous permettre d'avoir des échanges très sérieux. Maintenant, dans cette vision, j'ai pensé que le premier point qui préoccupe les uns les autres, qui préoccupe surtout les gouvernants aujourd'hui, c'est l'aspect de la conformité à la loi. Et il semble que cet aspect constitue un véritable blocage pour ceux qui veulent du maintien, ceux qui veulent de la conservation du pouvoir. Parce que nous avons souvent dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur et que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, je reviens sur cette affaire de la conformité à la loi. Nous y sommes déjà penchés assez largement là-dessus, mais nous y revenons parce que tant que les problèmes ne seront pas résolus, nous reviendrons sur ces problèmes. Le premier aspect que j'aborde sur le problème de la conformité, mais c'est la non-conformité du Parti congolais du travail à la loi. Et nous voulons, dans notre démarche, nous appuyer beaucoup plus sur les aspects du droit, pas sur la langue de bois. Et nous disons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, en nous basant sur un certain nombre d'arguments. Le premier argument, c'est le non-respect des dispositions constitutionnelles relatives à l'obligation de déclaration de patrimoine. Et depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Ce qui s'est fait en 2021, en dehors de plusieurs biais qui ont été constatés, n'était pas fait conformément à la loi. Et c'est regrettable et c'est véritablement déplorable. Maintenant, il faut dire sur cette question qu'il y a eu un recours et tout à l'heure, nous allons revenir sur ce recours. Le deuxième aspect que nous évoquons là-dessus, mais nous l'avons dit et nous le redisons, lors du congrès
du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail en décembre 2019. Congrès qui avait été présidé par le vénérable Pierre Ngolo. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. Qui était à la fois président du Sénat et secrétaire général du Parti congolais. Mais il a été dit, les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Donc, en plein jour, sous les lumières des journalistes et de l'opinion nationale et internationale, le Parti congolais du travail a violé la Constitution, a violé la lignée 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Et nous le savons. Nous le savons. Le troisième aspect, s'agissant du Parti congolais du travail, c'est que le faisant, le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi 20-2017, du 12 mai, je crois, 2017, selon laquelle, selon l'article 26, selon lequel les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et une fois qu'on a évoqué ça, on se rend compte d'un autre fait. Ayant violé la Constitution, ayant violé les lois et règlements de la République, le Parti congolais du travail devait être sanctionné, conformément à l'article 31 de cette même loi qui dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements en vigueur par un parti ou un groupement politique, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend ce parti et procède à la fermeture de ce. Pourquoi ce n'est pas fait? Est-ce que le Parti congolais du travail est au-dessus de la loi? Est-ce qu'on peut considérer, à partir du moment où on ne respecte pas la loi, qu'on peut aller vers la restauration de l'autorité de l'État? La réponse que je donne est évidemment non. Et jusque quand ça peut continuer? Mais qu'est-ce qu'on voit? Le Parti congolais du travail procède à ses activités, circule dans tout le pays. Je ne sais pas, les préfets de Brazzaville qui n'est pas au courant de ces lois qui ont été prises par un parlement majoritairement composé par les éléments du comité, par les éléments du Parti congolais du travail, etc. Mais ce qu'on a constaté en plus, comme autre aspect préoccupant, c'est quoi? C'est que malgré cette situation, le ministère de l'Intérieur sort des textes, soit des arrêtés, soit d'autres textes, dans lesquels on déclare le Parti congolais du travail comme étant un parti conforme à la loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ça traduit quoi? Ça traduit le côté partisan et le manque de neutralité de l'administration publique congolaise.
Et il faut réfléchir. Est-ce qu'avec ce genre de situation, on peut aller à une élection libre, démocratique et transparente? D'avance, je dis non. D'avance, je dis non. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement insister sur ces situations. Maintenant, après la situation du Parti congolais du travail, j'en viens au deuxième aspect dans cette partie. Et le deuxième aspect, c'est lequel? C'est le président de la République. Il faut le dire. Ce n'est pas un manque de respect. Il s'agit de lire et de relire nos textes fondamentaux, notamment la loi fondamentale. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le premier aspect que j'ai évoqué, c'est l'aspect qui est relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine. Et je constate que plusieurs gouvernants, depuis 2002, n'ont pas daigné déclarer leur patrimoine. Le deuxième aspect que j'évoque, c'est le fait que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et je suis les déclarations des membres du Parti congolais du travail. À chaque fois, ils reviennent sur le fait, le président du parti. Mais c'est l'illustration frappante de la violation de la Constitution par le parti au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Je dis non. La vie en société, c'est jamais très facile. Et ça, c'est pas nouveau. C'est toujours plein de gens qui se disputent pour un oui ou pour un non. Et pour organiser tout ce petit monde, toutes les sociétés ont des normes qui dictent les règles à suivre, définissent les droits et les devoirs. Toutes ces normes sont organisées hiérarchiquement, et tout en haut, la norme suprême, c'est la Constitution. C'est la règle de droit que doivent respecter toutes les autres normes au sein d'une nation. Ni une loi, ni un décret, ni quoi que ce soit ne peut venir contredire la Constitution. En écrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a redéfini la norme suprême en l'appelant Constitution et en la définissant comme ça. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Dans cette simple phrase, il y a toute l'essence de la Constitution. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs. Je dis non. Et j'ai eu par devers moi quelques copies des correspondances adressées par le secrétaire général du Parti congolais du travail à des personnalités étrangères, mais où lui-même il précise. Il parle au nom du président du Parti congolais du travail. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout acceptable. Maintenant, s'agissant du président de la République, le troisième aspect que j'aborde, qui est extrêmement important, c'est que le président de la République, président du Parti congolais du travail, ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est clair. Et le constat que nous avons fait dans l'organisation des élections, nous y reviendrons quand nous parlerons de la gouvernance, mais c'est que l'appareil, le système d'organisation des élections est pratiquement sous le contrôle du Parti congolais du travail, à travers les préfets, les sous-préfets et autres, qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et après, je passe à une conclusion où je vais en déduire que le président de la République ne respecte pas le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, de respecter et de faire respecter la Constitution. Monsieur Sassou Nguesso Denis, président de la République élu, la Cour constitutionnelle vous invite à prêter le serment prévu à l'article 77 de la Constitution adopté par référendum le 25 octobre 2015. Devant la nation,
garantir la paix et la justice à tous. De garantir la paix et la justice à tous. Et ce sont des aspects extrêmement préoccupants pour lesquels je me refuse à aller dans les débats sur la base de la langue de bois. Il s'agit des débats de droit. Et au Congo, il y a beaucoup de juristes. Je ne suis pas juriste. Ils sont prêts, ils seraient prêts certainement à regarder cette situation. C'est des situations extrêmement préoccupantes en ce qui concerne notre pays. Et je crois que c'est dommage. Donc, après avoir abordé ça, je passe au point 2. C'est les recours, s'agissant des constats qui ont été faits. S'agissant du constat du Parti congolais du travail, un citoyen a introduit en juin 2020 un recours auprès de la Cour constitutionnelle, un recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais, président du comité central du Parti congolais du travail, en fait, le président du Parti congolais du travail. La Cour constitutionnelle s'est retrouvée. Elle a donné une décision. Et dans la décision que je considère qui a pour référence 005/DCC/SVA/20, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais elle a choisi d'en faire une notification à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président du Sénat, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, à Monsieur le ministre chargé de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2020, au-delà des autres dates, je prends la référence qui a été donnée par la Cour constitutionnelle. Depuis 2020, les plus hautes autorités congolaises sont informées, sont bien informées de ce que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Elles sont informées de ce que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Ce problème n'a toujours pas trouvé de solution. Est-ce que c'est le silence à un tel problème qui résout la situation? Je dis non. Et il faut justement que les dispositions soient prises pour que ce genre de situation puisse être réglé. Le deuxième recours, s'agissant de cette partie des recours, le deuxième recours est relatif à justement l'obligation de déclaration de patrimoine par tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique. Un citoyen a introduit un recours, cette fois-ci en janvier 2022. Un recours touchant l'article 6 de la loi 4004/2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine. Mais la Cour constitutionnelle a examiné ce recours. Elle a donné raison à ces citoyens en déclarant que, tel que libellé l'article 6 n'était pas conforme au libellé de la Constitution et qu'il fallait qu'on regarde. Évidemment, le gouvernement a regardé, a proposé un amendement, le Parlement a adopté la loi. Mais depuis que la loi est adoptée, il n'y a plus du tout de déclaration de patrimoine. Toutes les nominations qui ont eu lieu, une situation grave, parce qu'on sait qu'au-delà du souci de la transparence, l'obligation de déclaration du patrimoine est extrêmement importante pour la bonne gouvernance, pour la transparence, pour la bonne gestion des affaires publiques. Et je suis au regret de constater qu'en réalité, quand on fait le point, depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conforme à la loi. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? Autant que je rappelle toujours ce serment du président de la République de respecter et de faire respecter la Constitution. Donc, nous vous faisons apparaître clairement que nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante où les lois et règlements sont violés. Mais je dirais de manière simple, on a violé la Constitution du 20 janvier 2002.
On a violé la Constitution du 25 octobre 2015. On peut se poser une question. Et je souhaite qu'on y apporte la réponse à cette question. Y a-t-il une Constitution que les Congolais peuvent respecter? Et s'ils ne respectent pas les lois et règlements de la République, est-il possible d'avoir une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Je dis encore une nouvelle fois. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Mais je passe au troisième point. Le troisième point relatif à ce que j'appellerais le débat sur la candidature à l'élection présidentielle. Logiquement, il ne devrait pas avoir de débat parce qu'il y a un article qui indique clairement les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Je déplore tout simplement que dans cette disposition de la Constitution, on n'ait pas mentionné de façon claire que toute personne qui n'est pas conforme à la loi ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on a parlé de la moralité. Et je m'adresse aux juristes pour me demander si cet aspect peut être vu dans le cadre justement de la moralité. Je rappelle aussi pour les uns et les autres que nous avons procédé au changement de constitution en 2015. Mais je ne cesserai pas de dire que ce changement de constitution s'est opéré en violation flagrante des lois et règlements de la République, particulièrement de la Constitution du 20 janvier 2012. Ce changement s'est opéré en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine. Ce changement s'est opéré en violation de la Charte africaine, de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Et si on relit les articles concernés à travers la Charte africaine et la Charte, on va bien voir qu'il nous aurait fallu faire un retour à l'ordre constitutionnel. Mais on n'en est plus là certainement. Mais je reviens assez souvent et je reviendrai assez souvent là-dessus en me basant sur la déclaration du président Mamadi Doumbouya, président de la Guinée, qui a déclaré lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend les armes pour déposer un régime, que les vrais putschistes les plus nombreux sont en fait ceux qui tripatouillent les constitutions, demeurer éternellement au pouvoir. Et c'est pour ça que lorsque nous revenons dans notre cas au niveau du Congo, au niveau de la Constitution, il y a l'article 65 qui dit clairement que le mandat du président de la République est de 5 ans et il est renouvelable 2 fois. On peut penser que le président Sassou a été candidat en 2016 conformément à cette Constitution, qu'il a été candidat en 2021 et déduit logiquement qu'en 2026, il devrait pouvoir être candidat. Et c'est pour ça que je constate qu'il y a à travers le pays beaucoup de voix qui s'élèvent, surtout au sein des structures du Parti congolais du travail, pour appeler à la candidature, pour demander que le président Denis Sassou Nguesso fasse acte de candidature et que l'on puisse aller de l'avant. Oui.
J'ai suivi, je prends une image récente. J'ai suivi le 10 février dernier la déclaration qui a été faite par le Conseil fédéral du Parti congolais du travail de la Sangha, qui a parlé, qui a appelé le président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, à faire acte de candidature pour l'élection 2026. Mais si l'article 65 permet de poser la candidature, mais l'article 80 ne permet pas au président de la République d'être président du comité central du Parti congolais du travail. En fait, ce n'est pas la faute des Congolais. Il vous souviendra que le Premier ministre Anatole Koliné-Makusu a en fait lancé la campagne en juin 2023, lorsqu'il a été de passage à Paris et qu'il avait annoncé que le président Denis Sassou Nguesso se présentait à l'élection de 2026 et que lui, Anatole Koliné-Makusu, travaillait pour cela. Mais nous tenons à faire un certain nombre de remarques. La première remarque que nous faisons, c'est que le Premier ministre sait, non seulement pour avoir participé au congrès de décembre 2019 avec, au niveau du Parti congolais du travail, le Premier ministre sait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons parfois adressé des correspondances à ce sujet. Et le sachant, il fait comme si rien n'existait. Le Premier ministre sait que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Parce qu'entre autres choses, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le Premier ministre sait que la Cour suprême lui a adressé une notification par rapport à un recours qui avait été introduit. Et il sait qu'il aurait dû tout mettre en œuvre pour apporter la solution à ce problème. Il ne l'a jamais. Mais figurez-vous, qu'est-ce que le Premier ministre a fait? Mais en janvier 2024, lors de la présentation des vœux au corps constitué congolais, le Premier ministre a récidivé. Et j'ai le texte sous mes yeux. Je souhaite que le lire pour que l'ensemble des Congolais comprennent un peu l'état d'esprit qui est en fait celui du maintien au pouvoir et de la conservation du pouvoir. Mais lorsqu'on gagne 15, 20 000, quand on gagne 15 millions, qu'on a 2 millions d'indemnités de logement, quand on gagne 25 millions, est-ce qu'on peut ne pas chercher à se maintenir au pouvoir ou chercher à la conservation du pouvoir? Et c'est pour ça qu'en janvier 2020, le Premier ministre Anatole Koliné-Makusu a fait la déclaration suivante, que je vais essayer de vous lire intégralement. Dans le même temps, vos compatriotes, s'adressant au président de la République, bien sûr, dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leur vœu de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable, de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité, de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurée, restaurée et consolidée. Puissent à travers leurs humbles et constantes prières, les chrétiens et croyants demander à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous afin que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Signé Anatole Koliné-Makusu. Mais ignorer cette situation vis-à-vis des lois et règlements de la République, vis-à-vis de la Constitution, est-ce que cela est possible? Comment cela peut se faire? Je ne suis pas juriste, j'ouvre la porte pour que les juristes apportent leur contribution sur ce débat. Mais je crois que nous n'en sommes pas loin de finir. Mais au-delà du Premier ministre. Et c'est ça qui est plus fort.
C'est la déclaration de l'honorable Isidore Mbouba, président de l'Assemblée nationale, le 1er février dernier, donc il y a à peine quelques jours, lors de l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce propos? Il dit ceci: je tiens à dire haut et fort que Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2026 pour notre parti et la très grande majorité du peuple congolais. Écoutez bien, sa victoire est somme toute acquise pour avoir transfiguré le Congo, dont il a fait un havre de paix et de stabilité. Fin de citation. Donc, telle est ma profonde conviction. Fin de citation. Vous voyez, l'honorable Isidore Mbouba a reçu la notification de la Cour constitutionnelle qui faisait apparaître que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi, qui faisait apparaître que le président de la République ne pouvait pas être président du Parti congolais du travail. Et si le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, le président Isidore Mbouba, qui joue un rôle important dans le vote des lois et règlements de la République, c'est que le Parti congolais du travail aurait dû être suspendu et qu'il doit même être suspendu conformément à la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et le Parti congolais du travail n'est pas au-dessus de la loi. Alors, quand l'honorable Isidore Mbouba dit que le président Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel de leur parti, mais il faut qu'il sache que son parti, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. Mais il faut lui rappeler que lui, justement, en tant que président de l'Assemblée, il a fait partie des 2588 congressistes qui ont choisi de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Donc, en fait, ils ont choisi de violer la Constitution de la République. Est-ce qu'on peut violer la Constitution de la République et venir publiquement déclarer que non seulement on a violé la Constitution, mais qu'on a l'esprit serein et qu'on va continuer à rester? Non. Maintenant, les Congolais savent que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Les Congolais savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Les Congolais savent que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection démocratique et transparente, apaisée et crédible. Ce n'est pas possible. Comment on fait? Nous avons besoin de paix. Mais il faut que nous prenions conscience à un certain niveau que la recherche de la paix suppose aussi, dans un pays comme le nôtre, le respect des lois et règlements de la République. Et j'ai tenu à relever ça. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale dit sa victoire est somme toute acquise pour avoir transfiguré le Congo, dont il a fait un havre de paix et de stabilité, c'est que le président de l'Assemblée ne dit pas, surtout en sa qualité de président de l'Assemblée, quel est le bilan de cette action, quel est le bilan de l'action du président Denis Sassou Nguesso. Et ça me fait penser à des déclarations qui ont été faites par des personnalités politiques. Il consistait à dire, pour la première, on ne perd pas des élections qu'on organise. Déclaration qu'on voulait attribuer au président Pascal Lissouba, mais qui aujourd'hui est reprise pratiquement par le système du Parti congolais du travail. Et la deuxième déclaration, c'est une personnalité au sortir de la concertation politique de Madingu. Quand on lui a posé la question de savoir si cette personnalité allait être candidate à l'élection présidentielle, elle a répondu sèchement. On ne peut pas participer à une élection dont les résultats sont connus d'avance. En fait, ce que le président de l'Assemblée veut dire aux Congolais, c'est que les résultats de cette élection de 2026 sont déjà connus. Est-ce que c'est une élection? Est-ce qu'on est dans une démocratie? Je rappelle aux Congolais, lorsqu'on se base sur l'indice de démocratie qui est calculé au plan mondial,
le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et lorsque je prends des déclarations, je me fonde souvent sur la déclaration du président, d'abord sur la déclaration du président Laurent Gbagbo, lorsqu'il dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Donc les membres du Parti congolais du travail ne sont pas démocrates. Et je peux en déduire, en réalité, les gouvernants, les acteurs politiques congolais, ils ne sont pas des démocrates. Mais j'ajoute celle de l'opposant Denis Sassou Nguesso. J'insiste pour dire, jamais, jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Aujourd'hui, le constat est fait. La plupart des gouvernants, membres du Parti congolais, sont dans la situation de la violation des lois et règlements de la République. Et je terminerai mon propos à ce sujet en rappelant que dans le message sur l'état de la nation en 2020, le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Pourquoi nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes dans l'anticonstitutionnalité? Allons-nous partir aux élections de 2026 dans l'anticonstitutionnalité ou en étant conforme aux lois et règlements de la République? Voilà, chers téléspectateurs, avant de passer à la conclusion, les éléments que je voulais soulever, parce que c'est extrêmement important. Et lorsque je vois les membres du Parti congolais du travail, les responsables, passer à longueur des journées, tout en sachant qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution, ils ne sont pas conformes aux lois et règlements de la République, passer à longueur des journées sur les ondes des médias d'État pour faire appeler à la candidature du président Denis Sassou Nguesso, etc. Mais il faut faire que tout ça se fasse conformément à la loi. Et je pense qu'on a encore près d'un an pour que cela puisse se faire. Maintenant, en conclusion, je dis ceci. J'ai voulu vous faire part de ma méditation, de ma réflexion, pour dire qu'en réalité, la démarche du vivre ensemble qui a été entamée, qui a été amorcée, ne vise rien d'autre que le maintien et la conservation du pouvoir. Et c'est dans cette optique que c'est fait. Autrement, cette démarche aurait été entreprise au sein du Conseil national du dialogue qui n'est toujours formellement pas mis en place. Et nous devons dire, après tout ce que nous venons de dire, nous constatons que le président de la République est placé devant plusieurs dilemmes. Et nous exhortons le président de la République à tout mettre en œuvre pour apporter les solutions aux problèmes qui sont posés. Le premier problème que je peux rappeler, c'est que l'article 50 de notre Constitution, tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et envers la société. C'est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et personne n'a le droit de violer la Constitution. Le deuxième aspect que je vais aborder, c'est rappeler que conformément à l'article 77 de notre loi fondamentale, le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Il a aussi prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et je pense que la garantie de la paix suppose le respect des lois et des règlements. C'est ça que nous exhortons le président de la République à tout mettre en œuvre, que les lois et règlements de la République soient appliqués en ce qui concerne la situation du Parti congolais du travail, dont il est lui-même président jusqu'à ce jour. En faisant quoi? En faisant appliquer les dispositions de la loi sur les partis, notamment l'article 31 de la loi 2017 relative aux partis politiques, qui dit clairement qu'en cas de violation
les lois en vigueur par un parti ou par un groupement politique. Le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti et procède à la fermeture de ses locaux. Les choses sont claires. Pourquoi on n'appliquerait pas la loi là et pourquoi on appliquerait sur d'autres? C'est souvent pour nous qui sommes opposants qu'on s'acharne sur les opposants et qu'on laisse libre cours aux responsables des scandales, des crimes économiques et financiers, à ceux qui ont fait allégeance mais qui ne sont pas conformes à la loi du point de vue de la loi des partis, etc. Non, ce n'est pas très sérieux. L'autre aspect que je vais aborder, c'est que le président de la République ne peut pas être président du parti. Et j'en déduis que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, apaisées et crédibles. J'interpelle les militants, j'interpelle les Congolais en leur disant, vous qui lancez les appels à la candidature, etc., veillez que tout ce qui se fasse, qui se fera, le soit conformément aux lois et règlements de la République. Et j'ai pris un peu de temps. J'ai voulu essayer de m'appesantir un peu sur ces différentes situations. Et je rappelle que nous ne pouvons pas ne pas respecter nos propres lois. Ce sont nos lois, c'est nous, c'est notre Parlement qui les a adoptées. Et une fois que ces lois ont été adoptées, elles doivent être mises en œuvre. C'est pour ça que je termine en disant, Congolais, Congolaises, je m'adresse également à l'opinion nationale et internationale. Au moment où nous nous préparons à aller à la tenue d'une élection présidentielle de 2026, nous tenons à dire que nous avons une situation extrêmement préoccupante qui doit être suivie de près. Et dans cette situation, nous tenons à relever que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République est en situation à la fois délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, et surtout que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Quelle est la disposition de la ligne 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec les responsabilités. Voilà, c'est par là que je termine notre émission en souhaitant que nous nous retrouvons. Je crois que ça sera le samedi 1er février pour avoir un autre thème. J'espère que nous aurons l'occasion de développer un thème. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite à la prochaine, à notre prochaine rendez-vous. Merci.